Bonjour à tous, je suis le docteur Boumer Dassi, je suis maître assistante en psychiatrie au niveau du service A de l'HS Delt Hussein et je vais vous parler des troubles somatoformes. En introduction, on va définir le terme somatoforme. Il désigne un ensemble de symptômes, de signes, de plaintes physiques finalement, pour lesquelles aucune anomalie lésionnelle n'est retrouvée, dans le sens où les examens paracliniques, imagerie, etc. reviennent tout à fait normaux. Particulièrement, c'est un trouble qui est particulièrement fréquent. Les consultations médicales en sont pleines. C'est un motif fréquent de consultation, toutes spécialités confondues. Rarement en psychiatrie, par contre. Il y a une prépondérance de symptômes physiques qui est associée à une détresse psychologique et à un handicap significatif. C'est un trouble qui va impacter la qualité de vie de la personne et qui va avoir un retentissement sur son fonctionnement, qu'il soit professionnel du fait de l'absentéisme, par exemple, ou de la prise de congé et d'arrêt de travail, ou même il y aura un retentissement qui sera de l'ordre du relationnel finalement, le couple, la famille, etc. Dans le DSM-5, il faut savoir que le terme trouble somatoforme, il n'existe plus. Dans le DSM-5, on parle de trouble à symptomatologie somatique et apparentée. Pour les définitions, dans le DSM-5, on parle de troubles à symptomatologie somatique. Le plus qui a été apporté aux critères diagnostiques, c'est le fait de reconnaître une sémiologie mentale positive, c'est-à-dire qu'on reconnaît la présence à côté des symptômes physiques, de pensées, d'émotions et de comportements spécifiques. Donc dans ce sens-là, ça a été fait pour éviter le caractère stigmatisant de la notion de symptômes médicaux inexpliqués. Il faut savoir qu'une pathologie de ce type peut être associée à une pathologie somatique, c'est souvent comorbide, l'un n'empêche pas l'autre. Et dans le cadre de la nosographie du DSM-5, il faut savoir que, par rapport au 4, la quatrième version, on a réduit le nombre de troubles dans la catégorie des troubles à symptomatologie somatique et apparentée, en comparaison bien sûr aux troubles somatoformes vus dans le DSM-4. Alors, dans cette diapo, on vous montre, je vous illustre juste la différence de classification, ce qui a changé dans les troubles reconnus dans le DSM-4, en ce qui concerne les troubles somatoformes, les différentes formes cliniques, et ce que c'est devenu dans le DSM-5. Alors, la seconde classification est celle de la CIM-11, la classification internationale des maladies à sa 11e version. Celle-ci a retenu une seule entité clinique, à savoir le syndrome de détresse corporelle. Il est défini par au moins 3 symptômes d'au moins un des groupes suivants, entraînant un handicap significatif et avec l'exclusion d'un diagnostic différentiel pertinent. Donc le premier groupe, c'est l'activation neurovégétative et cardiovasculaire. Le second, c'est l'activation gastro-intestinale. Le troisième, c'est tension musculo-squelettique. Et le quatrième, c'est les symptômes généraux. La troisième définition qu'on aborde, c'est ce qui est utilisé dans les autres spécialités. Donc en gros, pour faire simple, on parle de pathologie fonctionnelle dans les autres spécialités. Selon DSM-5, il faut savoir qu'il existe deux autres entités qui font partie de la section troubles à symptomatologie somatique et apparentée. La première, c'est les troubles factices, et la seconde, c'est les facteurs psychologiques influençant une autre affection médicale. Alors, les troubles factices, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir il y a une symptomatologie physique qui est retrouvée, mais le souci qui se pose, c'est qu'elle est induite par la personne elle-même. On parle de syndrome de Munchausen. Il faut savoir que le trouble factice peut être provoqué, imposé à autrui. Par exemple, une maman qui rend son fils malade. Là, on parle de trouble factice par procuration ou de Munchausen par procuration. Alors, il faut faire la différence entre trouble factice et simulation, parce au fait finalement, ce qui est différent, c'est la motivation. D'accord? Donc, dans la simulation, on retrouve une motivation consciente, c'est-à-dire que la personne va faire ça pour avoir un bénéfice direct, par exemple avoir de l'argent ou autre. D'accord? Alors que pour le trouble factice, la motivation, elle est inconsciente. La personne n'est pas forcément capable de vous la donner. D'accord? Ça relève réellement d'un trouble psychiatrique. Alors, la deuxième entité dont je vous parlais, c'est les facteurs psychologiques influençant une autre affection médicale. Ça, c'est ce qui est. Avant, on parlait de troubles psychosomatiques. D'accord? De maladies psychosomatiques, dans le DSM-4 notamment. Alors, une maladie psychosomatique, c'est en gros une pathologie qui a un substratum anatomique. Par exemple, l'asthme est une maladie psychosomatique. D'accord? Mais qui est sensible
aux facteurs psychologiques. D'accord? Donc ça sous-entend une vulnérabilité au stress. Le stress va jouer un rôle prépondérant comme facteur déclenchant ou entretenant la pathologie. D'accord? Ensuite, par ailleurs, on a au fait, ça c'est une autre entité qui, dans le DSM-4, faisait partie des troubles somatoformes. C'est la peur d'une dysmorphie corporelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit généralement chez les personnes qui vont avoir recours par exemple à la chirurgie esthétique. C'est des personnes qui vont avoir un complexe physique qui sera vraiment source de beaucoup de souffrance. Ils vont se sentir dans la nécessité de changer cet élément corporel. Ça peut être le nez ou généralement c'est au niveau du visage. Et voilà, la personne sera en souffrance à cause de ça. Donc il faut savoir que dans le DSM-5, ce trouble-là, actuellement, il fait partie des TOC. En ce qui est de l'épidémiologie, il faut savoir qu'elle est difficile à évaluer du fait que les outils diagnostiques diffèrent. On parle de 5 à 10% chez l'adulte et de 12% chez l'enfant. En ce qui est du diagnostic, il faut savoir qu'il existe 3 troubles à symptomatologie somatique et apparentée principaux. Le premier, c'est le trouble à symptomatologie somatique. Le second, c'est la crainte excessive d'avoir une maladie. Et le troisième, c'est le trouble de conversion ou trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Premièrement, on va parler des troubles à symptomatologie somatique. Ce trouble est caractérisé par des pensées qui sont potentiellement catastrophiques, des émotions anxieuses et des comportements, par exemple répéter les consultations, les examens complémentaires, suite à des symptômes physiques qui sont interprétés d'emblée comme relevant d'une pathologie non psychiatrique potentiellement très grave. Il faut aussi spécifier si ce trouble est associé à des douleurs prépondérantes. Le deuxième type de trouble est la crainte excessive d'avoir une maladie. Ce trouble va se caractériser par des pensées, avec anticipation de l'apparition d'une maladie grave, des émotions anxieuses, pareil, et des comportements, consultation, examen, etc., en l'absence de signes et de symptômes physiques pénibles ou invalidants par eux-mêmes. Ce trouble est mieux défini et plus restreint que l'ancien concept d'hypocondrie. Le troisième trouble, c'est le trouble de conversion ou trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Alors ce trouble va se caractériser par un ou des déficits moteurs ou sensoriels qui sont incompatibles avec la systématisation du système nerveux. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence entre la logique anatomique et l'examen clinique du patient. Les pensées, les émotions anxieuses, les comportements spécifiques qu'on retrouvait dans les 2 autres entités qui avaient une présence qui est importante, dans ce trouble-là, elles n'ont pas le même impact. Il faut savoir que ce trouble est associé à des mécanismes de dissociation. Alors cette dissociation va s'exprimer par des symptômes comme la déréalisation, qui est une sensation d'étrangeté par rapport à son environnement, et de dépersonnalisation, c'est la sensation d'étrangeté par rapport à son propre corps. L'examen neurologique rigoureux est indispensable, bien sûr, et bien sûr, parfois on peut même avoir recours à des examens complémentaires comme l'EEG, qui revient normal dans les crises non épileptiques dites psychogènes. Le diagnostic différentiel. Premièrement, les pathologies médicales psychiatriques. Donc les manifestations neurovégétatives de l'anxiété, on peut les retrouver dans certains troubles anxieux, notamment les troubles paniques, ou on peut même les retrouver aussi dans l'état de stress post-traumatique. On a les plaintes douloureuses qu'on retrouve souvent, notamment dans la dépression du sujet âgé, les sensations corporelles hallucinatoires dans les hallucinations synesthésiques par exemple. Deuxièmement, les pathologies médicales non psychiatriques. Donc, il faut savoir que lorsqu'on reçoit un patient, on doit systématiquement l'examiner, faire les examens complémentaires selon la symptomatologie qu'il présente, demander un avis spécialisé d'une autre spécialité, etc., pour bilanter d'une manière adéquate le patient. Et il ne faut pas tomber dans le vice de la répétition des examens complémentaires inutiles. On doit d'abord savoir ce qu'il a déjà fait comme exploration et compléter lorsque cela est nécessaire et savoir s'arrêter aussi parce que parfois les investigations, il faut savoir qu'il y a un risque iatrogène, on peut faire du mal à notre patient et il y a aussi le fait qu'on entretient l'idée qu'il existe une pathologie sous-jacente et ça va encourager la répétition d'avis, etc. Les comorbidités ou pathologies associées.
Alors pour les pathologies médicales psychiatriques, on peut retrouver toutes sortes de pathologies associées, notamment les états dépressifs, les troubles anxieux, les troubles de l'adaptation, les états de stress post-traumatique ou même les troubles de la personnalité. Pour les pathologies médicales, les troubles à symptomatologie somatique et apparentée peuvent être fréquemment comorbides d'une pathologie médicale non psychiatrique qu'il s'agit de ne pas sous-évaluer. On aborde maintenant la prise en charge. Alors, pour les principes généraux de prise en charge, on va commencer par l'hospitalisation. Il faut savoir qu'en général, elle n'est pas nécessaire. Une hospitalisation courte en médecine peut être nécessaire lorsque il y a nécessité d'éliminer un diagnostic différentiel d'une pathologie somatique quelconque. La présence d'une comorbidité psychiatrique avec signe de gravité, par exemple lorsque la personne présente un état dépressif majeur associé avec un risque suicidaire, il y a lieu de l'hospitaliser en psychiatrie. En pédopsychiatrie, l'hospitalisation peut être nécessaire pour une évaluation pluridisciplinaire avec double prise en charge systématique et coordonnée entre pédiatres et pédopsychiatres. Pour initier la prise en charge de manière coordonnée, l'objectif c'est d'éviter de multiplier les examens complémentaires, les investigations, les avis, etc. et de savoir orienter le patient pour un suivi adapté. Il faut garder à l'esprit que la personne, lorsqu'elle a une plainte physique, elle va s'orienter vers un somaticien. Il n'aura pas le réflexe de penser ou d'accepter le fait qu'il y a un substratum qui est psychologique sous-jacent. L'objectif est de reconnaître en tout début la légitimité de la plainte de la personne, reconnaître qu'elle est en souffrance et pousser un petit peu parfois à reconnaître qu'il y a un impact psychologique. Alors pour cela, il y a des stratégies. Il faut savoir reconnaître les symptômes du patient, dire qu'ils sont véritables, proposer un diagnostic positif dans le sens donner un nom à la maladie, notamment on parle de pathologie fonctionnelle, et d'évoquer les facteurs déclenchants et de maintien, notamment par exemple en évoquant l'impact du stress sur les décompensations. La poursuite de la prise en charge devra être faite de manière coordonnée, dans le sens où il y aura un médecin référent dont le rôle sera notamment de limiter la répétition des examens complémentaires, la demande de l'avis du psychiatre lorsqu'il y a une comorbidité psychiatrique, maintenir une alliance thérapeutique de qualité, c'est ce qui compte le plus finalement. Et pour tisser cette alliance, il faut savoir s'intéresser à la personne avant tout, et s'intéresser, être dans une attitude empathique. L'objectif thérapeutique doit être modeste et atteignable dans le sens où la personne va venir vous dire qu'il a consulté des dizaines et des dizaines de médecins, qu'il a fait plein d'examens complémentaires. Il sera un petit peu dans des attentes qui seront vraiment énormes et vous n'êtes pas Superman finalement. Vous allez dire ah d'accord, ok, vous avez fait tout ça, mais tout ce que je peux vous promettre, c'est d'essayer de vous aider au mieux, mais je n'ai pas de recette magique. Il s'agit de rompre avec le cercle vicieux d'attentes irréalistes et de déception mutuelle, dans le sens où la personne n'est pas contente parce qu'elle a toujours mal, parce qu'elle se sent toujours mal, et le médecin n'est pas content parce qu'il lui renvoie un petit peu une mise à l'échec qui est plutôt désagréable. Et ça va enclencher une certaine relation médecin-malade qui sera déséquilibrée, qui ne sera pas agréable ni pour l'un ni pour l'autre. En ce qui est des médicaments, il faut savoir que les traitements symptomatiques sont peu efficaces, qu'on peut avoir recours à des antidépresseurs ou même à des anxiolytiques lorsque cela est nécessaire, pour une dépression, même pour un trouble anxieux associé. En ce qui est des spécificités pour l'enfant, il faut savoir qu'il faut toujours tenir compte des représentations de l'enfant lui-même et surtout celles de ses parents, de sa famille, et qu'il est indispensable de les inclure dans l'évaluation et dans la prise en charge. Les cliniciens vont devoir tenir compte de ses parents, de cet enfant. Il faudra qu'ils tiennent compte également des stratégies parentales utilisées pour faire face et diminuer les manifestations et faire les corrections nécessaires lorsque celles-ci ne sont pas adéquates. Le programme d'intervention auprès de l'enfant doit toujours inclure ses parents. En ce qui est des principes de prise en charge spécifiques, on va aborder d'abord les psychothérapies. Alors les thérapies les plus efficaces, c'est les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Elles ont montré leur efficacité.
Il faut savoir qu'elles ont leur place même en pédopsychiatrie chez l'enfant ou même chez l'adolescent. Il faut savoir que lorsque les facteurs de stress sont beaucoup plus d'origine familiale, etc., ou couple, il faut avoir recours à une thérapie familiale ou à une thérapie de couple. Ça aide énormément à améliorer les troubles. En second lieu, il faudra mettre en avant la nécessité de promouvoir l'activité physique, essentiellement dans les tableaux dominés par la fatigue ou la douleur, malgré une motivation souvent médiocre des patients, mais on va essayer de les motiver à faire de l'activité physique. En conclusion, les troubles à symptomatologie somatique et apparentée ne doivent pas être banalisés. C'est des pathologies qui existent à part entière. Ce ne sont pas des symptômes qui sont simulés et la souffrance des patients est réelle. Il nécessite une prise en charge spécialisée afin d'éviter les complications, notamment la dépression, le risque suicidaire ou même l'addiction. Les points clés à retenir, c'est qu'il existe trois troubles à symptomatologie somatique principaux. Le premier, c'est le trouble à symptomatologie somatique. Le second, la crainte excessive d'avoir une maladie. Le troisième, le trouble de conversion ou trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle. La prise en charge va consister à éviter de multiplier au-delà du raisonnable des investigations, des examens complémentaires, des consultations spécialisées, à savoir reconnaître la réalité du symptôme, la plainte du patient, sa souffrance, et à informer le patient sur sa maladie, ses mécanismes en particulier, ceux accessibles à la modification, les pensées catastrophiques, les conduites d'évitement, etc. Et envoyer bien sûr en consultation psychiatrique pour une psychothérapie. Et je vous remercie de votre attention.